Chapitre 1, Prologue, l'étreinte. Une fine bruine tombait régulièrement sur les rues pavées de Portland, dans l'Oregon, tel un voile fin drapant le ciel gris. C'était fin octobre et l'air automnal portait la fraîcheur caractéristique du nord-ouest Pacifique. Emily Carter, 29 ans, sortit par la porte arrière de Powell's Books, la librairie d'occasion la plus célèbre de la ville, traînant derrière elle un lourd sac poubelle noir. Elle portait un imperméable jaune délavé aux manches usées, ses cheveux châtain clairs et humides lui collaient aux joues. Ses vieilles bottes en caoutchouc frappaient le sol, produisant un léger bruit de clapotis sur le trottoir mouillé de la ruelle qui menait derrière l'église Sainte-Marie. Son souffle se dispersait dans petits nuages blancs dans l'air froid. Elle s'arrêta un instant, levant les yeux vers les feuilles d'érable d'un rouge éclatant qui tremblaient sous la pluie, comme si elles aussi cherchaient à conserver les dernières traces de chaleur avant le long hiver. C'était un rare moment de paix dans sa journée de travail chargée, à trier de vieux livres, à discuter avec les clients et parfois à lire tranquillement une page dans un coin caché de la boutique. Mais soudain, un bruit étrange rompit le silence. Un sanglot étouffé et brisé résonna dans l'ombre profonde de la ruelle. Emily pencha la tête pour écouter. Les pleurs n'étaient pas forts, mais ils étaient douloureux. Elle avait l'impression qu'une vieille blessure se rouvrait. Elle posa le sac poubelle, s'essuya les mains sur son tablier de toile délavé et marcha lentement vers le bruit. La pluie trempait son manteau, la faisant frissonner légèrement, mais elle s'en fichait. Quelque chose dans ce cri la toucha, un instinct qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Alors qu'elle s'approchait, la faible lueur d'un lampadaire lointain éclaira une silhouette, un homme assis, affalé près d'une benne à ordures, la tête baissée, les épaules tremblantes. Il portait un costume noir coûteux, mais il était en désordre, trempé et taché par le sol. Ses chaussures en cuir ciré étaient couvertes de boue et sa main serrait un petit objet scintillant, une alliance en or, abandonnée sur le trottoir comme une promesse oubliée. Il ne leva pas les yeux, continuant seulement à pleurer, comme s'il essayait de cacher sa douleur au monde. Mais, échouant, Emily resta immobile un instant, son souffle se mêlant au clapotis de la pluie. Elle ignorait qui il était ni ce qui avait pu réduire un homme vêtu d'un costume aussi élégant à cet état de délabrement. Mais elle comprenait ce sentiment de perte, de vide, comme lorsqu'elle se tenait devant les tombes de ses parents et de son petit frère après l'accident de voiture 7 ans plus tôt, ou lorsqu'elle avait découvert son fiancé, l'homme en qui elle avait eu une confiance absolue, enlaçant sa meilleure amie dans l'appartement qu'ils avaient choisi ensemble. 3 ans après avoir annulé ses fiançailles, elle avait appris à persévérer, non pas en oubliant, mais en ouvrant son cœur à ceux qui avaient besoin d'elle. Et là, cet homme avait clairement besoin de quelqu'un. Sans plus réfléchir, Emily s'avança et s'agenouilla à ses côtés. Ses genoux touchèrent le sol froid, l'eau de pluie s'infiltrant à travers son jean fin, mais elle ne le remarqua pas. Elle posa doucement une main sur son épaule, comme elle avait autrefois réconforté les enfants perdus dans la librairie à la recherche de leur mère. Il tressaillit, leva brièvement les yeux rouges et brouillés par les larmes et la pluie, puis baissa la tête, comme honteux d'être vu dans son état le plus faible. Mais Emily ne partit pas. Elle le serra dans ses bras, pas trop fort, juste assez pour qu'il sente sa présence. L'odeur de son eau de Cologne onctueuse se mêla à la terre humide et à la pluie, créant un parfum étrange qu'elle n'oublierait jamais. « Tu n'as rien à dire » murmura-t-elle d'une voix douce mais ferme comme une promesse. « Je suis juste là. » Il ne répondit pas, mais elle sentit son corps se détendre progressivement dans ses bras. Ses pleurs s'apaisèrent, se fondant dans le bruit régulier de la pluie. Ils restèrent assis ainsi un long moment, deux inconnus, sans nom, sans passeport, reliés seulement par une douleur partagée, dans la ruelle sombre. Emily ne demanda rien. N'avait pas besoin de savoir qui il était ni ce qui lui était arrivé. Parfois, une étreinte suffisait à dire ce que les mots ne pouvaient atteindre. Finalement, lorsque ses sanglots cessèrent complètement, Emily le lâcha. Il ne leva toujours pas les yeux, se contentant d'essuyer silencieusement son visage avec sa manche mouillée. Elle se leva, prête à partir, mais son regard croisa l'alliance posée par terre. Elle était minuscule, scintillant sous le lampadaire, comme un éclat de rêve brisé. Elle se pencha pour la ramasser, ses doigts froids effleurant leur froid. Elle ignorait pourquoi, peut-être par instinct, peut-être par curiosité. Mais elle glissa discrètement la bague dans la poche de son costume, puis se détourna sans un mot. Alors qu'elle retournait vers la porte arrière de Powell, la pluie continuait son rythme régulier comme une chanson triste et muette. Elle jeta un dernier coup d'œil en arrière. L'homme était toujours assis là, immobile, mais la bague était maintenant dans sa poche, un mystère qu'elle n'était pas sûre de vouloir percer. Elle ferma la porte et retourna à la librairie, où de vieilles étagères et l'odeur du papier humide l'attendaient.
Mais au fond d'elle-même, un sentiment étrange persistait, comme si cette étreinte n'avait pas été seulement pour lui, mais pour elle aussi. Une partie d'elle-même qu'elle avait enfouie depuis longtemps. Entrant à l'intérieur, Émilie retira son imperméable et l'accrocha au crochet en bois près de la porte, révélant un simple pull gris en dessous. Elle repoussa ses cheveux mouillés, des gouttes d'eau ruisselant sur ses mains, et laissa échapper un léger soupir. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça, aider un inconnu sans rien attendre en retour. Pour elle, c'était le seul moyen de garder son cœur battant après tout ce qu'elle avait perdu. Émilie, 29 ans, était une femme douce et gentille, mais elle portait des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais. Il y a 7 ans, sa vie a été brisée lorsque toute sa famille, son père, sa mère et son petit frère est décédé dans un accident de voiture sur l'I5. Un conducteur ivre avait percuté leur voiture au retour d'un séjour camping dans la forêt de Tieuc, un voyage auquel elle aurait participé si elle n'avait pas travaillé le week-end chez Powell. Elle avait survécu, mais au prix de nuits blanches à se demander pourquoi elle n'avait pas été avec eux. Puis, 3 ans plus tôt, avant que cette vieille blessure ne puisse guérir, une nouvelle s'était rouverte, Ethan, son fiancé d'université, l'homme avec qui elle rêvait de fonder une nouvelle famille, l'avait trahi. Elle l'avait retrouvé en train d'embrasser Sarah, sa meilleure amie depuis le lycée, dans l'appartement qu'ils avaient choisi ensemble 2 mois seulement avant leur mariage. Émilie avait annulé les fiançailles, rendu immédiatement la bague qu'elle chérissait autrefois et coupé tous les ponts. Depuis, elle avait choisi une vie tranquille chez Powell's Books, où les vieux livres et les histoires des autres étaient devenus son refuge. Elle ne recherchait ni amour ni attention, mais elle était toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin, qu'il s'agisse d'aider patiemment un client à trouver un livre rare ou d'emballer discrètement des piles de livres d'occasion pour les envoyer aux enfants pauvres de l'Oregon rural. Pour Émilie, la gentillesse n'était pas quelque chose qu'elle cherchait à montrer. C'était le fil fragile qui la rattachait au monde et peut-être le seul moyen qu'elle connaissait de se guérir. Chapitre 2, le marié laissé derrière lui. Le lendemain matin, Portland se réveilla avec une énergie rare et insouciante. La pluie avait cessé, laissant des flaques scintillantes sur les trottoirs et une légère odeur de terre humide dans l'air. Émilie se tenait derrière le comptoir de la librairie Powell, feuilletant les pages d'un vieux livre sur les arbres du Nord-Ouest, lorsque Jade, sa collègue aux cheveux courts et aux yeux verts, entra et déposa le dernier numéro de Will Week sur le comptoir avec un grand bruit sec, la voix pleine d'excitation. « Vous avez vu ça ?» Émilie leva les yeux, ses yeux marron clair scrutant le gros titre. Le milliardaire de la technologie Alexander Reed a quitté l'hôtel. Le fiancé disparaît avant les vœux. En dessous, une photo floue d'un homme en costume se tenait devant une table de réception de mariage élégante mais vide. L'article racontait comment Alexander Reed, 32 ans, PDG d'une importante entreprise de technologie sociale, avait été abandonné par sa fiancée juste avant leur mariage dans un luxueux hôtel du centre-ville de Portland. Aucune explication, aucune trace. La mariée avait tout simplement disparu 2 heures avant les vœux. Jade gloussa en secouant la tête. Un drame pareil. Toute la ville va être en effervescence pendant une semaine. On dit qu'il est froid comme la glace, mais se faire larguer ainsi l'a probablement fait fondre. Émilie esquissa un léger sourire mais ne répondit pas. Elle n'aimait pas les ragots. Pourtant, le nom d'Alexander Reed éveillait en elle un sentiment étrange, comme une pièce de puzzle floue. Elle referma donc le livre et se remit à trier une pile de livres pour enfants destinés à la bibliothèque communautaire de Gresham. D'ici le week-end. La nouvelle se répandit à Portland comme une traînée de poudre. À midi, le Stompton Coffee, à quelques pâtés de maison de Powell, était en effervescence, avec des murmures de groupes de hipsters serrant des lattes artistiques à la main, discutant avec enthousiasme du milliardaire abandonné. Certains plaisantaient en disant qu'il avait probablement programmé une épousia qui a bugué et s'est supprimée, tandis que sur les réseaux sociaux, le hashtag Riddle laissé à Oltar grimpait en flèche avec des photos de paparazzi le montrant quittant l'hôtel, le visage impassible, les yeux cachés par des lunettes de soleil noir. Mais personne ne savait que la veille au soir, il était affalé dans la ruelle derrière l'église Saint-Marie, brisé dans les bras d'un inconnu, et Émilie, celle qui l'avait tenu, n'en avait aucune idée. Le nom dans les gros titres appartenait à ce même homme. 3 jours plus tard, la cloche au-dessus de la porte de Powell tinta lorsqu'un homme entra. Émilie était perchée sur une vieille échelle en bois, tenant une pile de couvertures rigides. Lorsqu'elle entendit des pas réguliers s'approcher, elle se retourna et son cœur fit un bond. Un homme grand et large d'épaules se tenait là, vêtu d'un manteau de laine gris foncé au lieu du costume noir trempé qu'elle avait vu auparavant. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés, mais ses yeux d'un bleu profond, sans rouge cerclé, portaient encore la lassitude des nuits blanches. Il tenait à la main un bout de papier froissé avec quelques lignes manuscrites.
Excusez-moi, dit-il d'une voix basse et légèrement chevaline. Avez-vous l'alchimiste? Émilie posa les livres et descendit de l'échelle, le reconnaissant instantanément, non pas à la photo du journal, mais à la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement, comme s'il portait encore un poids invisible. C'était l'homme de la ruelle, celui qu'elle avait serré dans ses bras sous la pluie, sans lui demander son nom. Elle se souvenait de ce moment fugace où ils s'étaient trouvés là ensemble. Elle avait murmuré quelque chose à propos de l'alchimiste, que c'était le livre qu'elle avait lu lorsqu'elle s'était sentie perdue après la mort de sa famille. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne, et encore moins qu'il apparaisse ici. Tu fais toujours des câlins aux inconnus dans les ruelles, où j'ai juste de la chance, continua-t-il d'un ton légèrement sarcastique, mais son regard exprimait une certaine curiosité, comme s'il cherchait à la cerner. Un léger sourire illumina ses lèvres, le premier depuis cette nuit-là, mais il disparut rapidement. Les joues d'Émilie se figèrent, légèrement rouges. Elle n'était pas douée pour la plaisanterie, surtout pas avec ce genre de personnes acerbes et inattendues. Seulement quand ils ont l'air d'en avoir besoin, répondit-elle doucement, puis elle se détourna pour dissimuler son air troublé et se dirigea vers les rayons de littérature classique. Elle essaya de garder son sang-froid, même si son esprit tournait. C'est Alexander Reed. L'homme de la ruelle, c'est Alexander Reed. Avant qu'elle puisse attraper le livre, une voix s'éleva du comptoir. Dis donc, c'est pas le type qui s'est fait larguer, chuchota un client, un type aux lunettes rondes, à son ami, en désignant Alexander du doigt. Les murmures commencèrent à se propager, des regards curieux se tournant vers lui. Alexander resserra son étreinte sur le bout de papier, son visage se durcit, une lueur d'irritation passa dans ses yeux. Émilie réagit rapidement, s'avançant et tirant légèrement sur sa manche, le guidant vers un coin isolé derrière les rayons de science-fiction, où d'épais livres bloquaient la vue de la foule. Ne vous occupez pas d'eux, dit-elle doucement, d'un ton rassurant. Portland adore les drames, mais ils oublieront bien assez tôt. Il la regarda vraiment pour la première fois, non pas comme une passante, mais comme quelqu'un qui essayait de comprendre quelque chose. Tu sembles habitué à sauver les gens, dit-il d'une voix plus basse, le sarcasme disparut, remplacé par une pointe de sincérité. Disons que oui, répondit-elle, puis se retourna vers l'étagère, sortant un exemplaire de poche usée de l'alchimiste et le lui tendit. Sa main tremblait légèrement, mais elle la cacha. C'est mon édition préférée. Elle n'est pas neuve, mais elle a une âme. Alexander prit le livre, ses doigts effleurant la couverture comme s'il pesait quelque chose. Merci, dit-il simplement, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude. Il ne mentionna pas l'étreinte, et elle non plus, mais ils savaient tous deux que ce n'était pas leur première rencontre et que ce ne serait peut-être pas la dernière. Lorsqu'il partit, la sonnette de la porte tinta de nouveau. Émilie se tenait près des étagères, tenant encore un autre livre qu'elle avait prévu de trier, observant à travers la grande vitrine de Powell. Lorsqu'il sortit dans la rue, sa haute silhouette se fondit dans la foule. Alexander Reed, pensa-t-elle, ce nom était désormais bien réel dans son esprit. Mais pour elle, il n'était ni le milliardaire ni le marié et conduit des gros titres. C'était juste l'homme de la rue, celui qui avait laissé derrière lui une bague et une question à laquelle elle n'avait pas encore répondu. Alexander Reed, 32 ans, était un homme qui vivait dans un monde de logique et de pouvoir. PDG d'une entreprise de technologie sociale basée à Portland, il était connu pour sa froideur et sa discrétion. Il avait bâti son empire à partir de rien, doté d'une intelligence vive et d'une capacité étonnante à prédire les tendances. Peu de gens le savaient. Il avait grandi dans une famille brisée où l'affection était un luxe qu'il n'avait jamais eu. Sa fiancée, Sophia, l'avait quitté avant le mariage, incapable de supporter la pression médiatique et sa distance. Un coup dur qui, pour la première fois, le laissa sans contrôle. L'étreinte d'Émilie dans la ruelle était inattendue, et l'alchimiste était la raison de son retour. Pas seulement pour le livre, mais pour une lueur d'espoir dans l'obscurité qu'il n'était pas prêt à admettre. Chapitre 3, rencontre gênante. Dans les jours qui suivirent leur première rencontre à la librairie Powell, Alexander Reed commença à venir plus souvent, une habitude tacite que ni lui ni Émilie n'abordèrent au début. Il venait avec des excuses simples, acheter des livres, généralement ceux qu'Émilie avait mentionnés lors de leur brève étreinte sous la pluie, comme l'alchimiste ou d'autres classiques sur la quête du sens de la vie. Mais peu à peu, il s'attarda, non seulement pour feuilleter, mais pour parler d'eux. Bien que leur conversation commençait souvent maladroitement et se terminait en silence, Émilie n'y prêtait aucune attention. Elle appréciait le calme de ces moments. Debout près des étagères, feuilletant les pages avec une concentration glaciale,
elle triait de vieux livres ou prenait des notes dans son petit carnet. Powell, avec ses immenses étagères et la légère odeur de papier humide qui flottait dans l'air, devint leur lieu de rencontre imprévu, inattendu par la simple présence de deux personnes qui s'étaient un jour touchées par la douleur par une nuit pluvieuse. Émilie gardait une distance prudente, ne lui demandant jamais trop de choses, ne le pressant jamais de dire plus que de brèves réponses sur les livres ou la météo de Portland. Elle lui recommandait des livres de guérison qu'elle aimait. L'alchimiste resta son premier choix, suivi de la recherche d'un sens à l'homme de Victor Frankl ou du cirque de la nuit et sa douce magie. Mais elle ne chercha jamais à savoir pourquoi il continuait à venir, même si elle en devinait des parties. Un jour, il prit l'exemplaire de l'alchimiste qu'il avait acheté la semaine précédente, tourna la page à la première page et demanda « Croyez-vous vraiment que l'univers nous aide à trouver ce que nous voulons ?» Émilie sourit et répondit « Je crois que parfois, il faut d'abord s'aider soi-même, puis l'univers suit. » Il n'en dit pas plus, se contentant d'un léger hochement de tête. Mais son regard s'attarda. Plus longtemps que d'habitude, comme si elle pesait un poids plus lourd. La présence d'Alexander n'était pas aussi à l'aise qu'Émilie. Jade, 25 ans, sa meilleure amie et collègue chez Powell, le regardait avec suspicion chaque fois qu'il franchissait la porte. Petite, cheveux courts teints en vert, toujours en t-shirt de groupes indépendants et un anneau dans le nez, Jade était du genre à dire ce qu'elle pensait, parfois jusqu'à la gêne. Un après-midi, après le départ d'Alexander, après une brève conversation avec Émilie sur les livres de science-fiction, Jade l'attira vers le coin du comptoir, la voix basse mais méfiante. C'est un milliardaire, monsieur Alexander Reed, le type dont tout Portland parle pour avoir été abandonné devant l'hôtel. Tu crois qu'il est sérieux ou qu'il profite simplement de ta gentillesse? Émilie fronça les sourcils en posant son stylo. Comment ça? Jade croisa les bras, le regard perçant. Tu es trop gentille, et lui, il connaît les milliardaires. Ne va pas te promener dans les librairies d'occasion à la recherche de l'âme sœur. Je me suis fait arnaquer une fois par un type qui prétendait être un artiste qui m'a eu. Il s'est avéré qu'il voulait juste de l'argent pour le loyer. Je ne veux pas que tu souffres à nouveau. Émilie soupira. Elle savait que Jade était bien intentionnée. Jade avait raconté sa propre histoire d'une brève aventure avec un musicien bon à rien qu'il avait largué après lui avoir emprunté de l'argent. Il ne l'avait jamais remboursé. Mais elle secoua la tête. Ce n'est pas ce genre de personne. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais je ne lui donne rien d'autre que des suggestions de livres. Jade souffla, fais juste attention. Puis elle retourna au travail, laissant Émilie avec un doute passager qui s'est vite dissipé. La connexion entre Émilie et Alexander devint lente et hésitante, comme deux inconnus essayant de traverser un mur invisible. Un soir d'orage, alors que Portland était enveloppé par des rafales humides soufflant de la rivière Willilt, Alexander arriva chez Powell plus tard que d'habitude, son manteau de laine gris foncé et ses cheveux noirs trempés dégoulinant sur le sol. Le magasin approchait de la fermeture, avec seulement quelques clients à la traîne. Jade était partie tôt, ne supportant pas le froid. Émilie rangeait le comptoir lorsqu'il entra, emportant le parfum de pluie et un soupçon de solitude. Je pensais que tu ne viendrais pas par ce temps, dit-elle, ni plaisante, ni sérieuse. Il haussa les épaules, je n'avais nulle part où aller, dit-il à voix basse, presque un murmure. Et pour la première fois, elle sentit une fissure dans sa carapace de glace. Ils restèrent tard, les néons extérieurs vacillant à travers la grande baille vitrée, reflétant les gouttes de pluie qui ruisselaient. Peut-être pour rompre le silence, Alexander s'approcha de la vieille machine à café dans un coin, une relique des années 80 que le personnel de Powell gardait, malgré ses fréquentes pannes. « Tu veux du café » demanda-t-il en tenant la verseuse en verre teinté. Émilie hocha la tête, curieuse de le voir se débattre avec une machine qu'elle-même ne comprenait pas vraiment. Il tâtonna, versant des grains de café, appuyant maladroitement sur le mauvais bouton, puis renversant de l'eau chaude sur le comptoir en essayant de la réparer. Une tache noire s'étalait sur le bois. Zut, marmonna-t-il. La première fois qu'elle l'avait vu perdre son sang-froid, elle ne pouvait s'en empêcher. Elle éclata de rire, un son clair trahissant le silence. Alexander leva les yeux, surpris, puis un rare sourire étira ses lèvres. « Je ne suis pas si mal, si ?» Émilie secoua la tête, riant toujours. « Non, tu as juste l'air d'un enfant qui fait ses corvées pour la première fois. » À cet instant, sous la chaude lumière dorée de Powell, il la regarda comme s'il voyait le soleil après un long hiver. Et elle, même si elle refusait de l'admettre, sentit son cœur s'alléger. Ce soir-là, une fois que la machine à café eut enfin fonctionné et qu'ils s'assirent l'un en face de l'autre,
leur tasse fumante, Alexander se confia de manière inattendue. Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas la pression, dit-il, les yeux rivés sur sa tasse, la voix neutre, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Les médias vivant avec quelqu'un comme moi, froide, distante, elle disait, je ne lui en veux pas, mais je ne sais pas comment être différente. Émilie écouta, les mains resserrées autour de sa tasse, puis répondit doucement mais fermement. Je pensais ne pas être assez bien. Mon ex-fiancé a trompé ma meilleure amie juste avant notre mariage. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, mais j'ai ensuite réalisé que ce n'était pas ma faute. J'ai surmonté cette épreuve en aidant les autres, car j'ai alors arrêté de penser à ma propre douleur. Alexander a levé les yeux, croisant les siens, et pour la première fois, ils n'étaient plus seulement des étrangers. C'étaient deux êtres brisés qui essayaient de se reconstruire. Lorsqu'il est parti, la pluie tombait toujours sans interruption dehors. Émilie se tenait derrière le comptoir, regardant sa silhouette disparaître à travers la vitre. Elle ne savait pas ce qui se tramait entre eux, mais elle sentit un changement. Rien de grandiose ni de clair, juste une petite étincelle, comme la lumière de Powell sur de vieux livres. Assez pour lui donner envie de la prochaine fois. Chapitre 4, le début de quelque chose de chaleureux. Au fil du temps, les rencontres gênantes entre Émilie et Alexander devant les livres de Powell sont devenues une partie essentielle de leur vie, même si aucun des deux ne l'a reconnu à voix haute. Un après-midi de début novembre, alors que Portland baignait encore dans le froid glacial de l'automne, Alexander entra dans la librairie avec une détermination inhabituelle, un petit ticket estampillé du logo du Portland Book Festival, le plus grand événement littéraire de la ville, où auteurs, éditeurs et des milliers de passionnés de littérature se réunissaient chaque année. Il posa le ticket sur le comptoir où Émilie étiquetait une pile de vieux livres et dit d'une voix basse et posée, « Viens avec moi la semaine prochaine. » Émilie leva les yeux, ses yeux marron clair étincelants de surprise, puis secoua la tête avec un léger sourire. « Je ne suis pas doué pour la foule, tu le sais bien. » Des milliers de personnes s'entassaient dans un centre de congrès. Rien que d'y penser, on a l'impression d'étouffer. Alexander pencha la tête, imperturbable. « Je n'aime pas la foule non plus, mais j'ai pensé que tu apprécierais les stands de livres d'occasion. Ils ont même un rayon pour enfants des livres comme ceux que tu envoies. » Elle le regarda, remarquant une étincelle dans ses yeux. Pas le détachement froid habituel, mais une sincérité rare. Mais elle refusa quand même. « J'y réfléchirai, mais ne vous faites pas d'illusions. » Il n'abandonna pas aussi facilement qu'elle l'avait prévu. La semaine suivante, Alexander passa chez Powell presque tous les jours, avec chaque fois une nouvelle raison de la convaincre. Un jour, il mentionna un auteur qu'elle adorait et qui allait dédicacer des livres, un autre un stand de livres rares importés d'Europe, et une fois, il se contenta de se tenir près des étagères et de demander « N'êtes-vous pas un peu curieuse ?» Émilie commença à trouver son insistance amusante, mais cela adoucit aussi sa détermination. Finalement, un samedi matin, lorsqu'il arriva avec un autre prospectus, non pas pour le festival du livre, mais pour une collecte de livres pour les enfants des zones rurales de l'Oregon dans une petite bibliothèque de banlieue, elle soupira et posa son stylo sur le comptoir. Bien, mais juste ça. Pas de festival, pas de foule. Alexander sourit, un sourire rare illuminant son visage. Je savais que tu dirais oui. Ce jour-là, le ciel de Portland s'éclaircit subitement. Les semaines de pluie incessante cédèrent la place à un rare soleil, filtrant à travers les feuilles d'érable rouge vif. Sur la route menant à la banlieue, Émilie était assise à côté d'Alexander dans son élégant SUV noir. Se sentant un peu dépaysée, elle quittait Powell pour une nouvelle destination. Ils arrivèrent dans une petite ville à environ 40 minutes de la ville, où des bénévoles installaient un stand de dons de livres devant la bibliothèque municipale. L'ambiance était animée, mais pas étouffante, des tables en bois étaient remplies de livres pour enfants, quelques enfants s'agitaient autour de boîtes non ouvertes, dans l'odeur de café d'un minuscule café indépendant de l'autre côté de la rue. Émilie se sentit instantanément plus à l'aise. Elle sortit de la voiture, tenant dans ses bras un carton de vieux livres de Powell qu'elle avait choisi à l'avance. Des titres comme La chenille qui fait des trous et Les aventures de Charlotte, elle pensait qu'ils feraient le bonheur des enfants. Alexander, bien que peu habitué à ce genre d'événement, ne resta pas les bras croisés. Il l'aida discrètement à ranger les livres sur la table, ses mains habituellement à l'aise sur un clavier, les empilant à tâtons, en laissant parfois tomber quelques-uns pour qu'elle les ramasse. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle, mais il haussa les épaules. « Je ne suis pas venu ici pour regarder. » Ils travaillèrent en silence un moment jusqu'à ce qu'un groupe d'enfants, 5 ou 6 vêtus de vestes d'automne colorées, accoururent, scrutant les livres avec curiosité.
Une fillette aux cheveux bouclés, d'environ 6 ans, désigna Max et les Maximonstres, et demanda « Peux-tu nous le lire, monsieur ?» Alexander se figea, lançant un regard à Émilie pour l'aider, mais elle sourit malicieusement et lui fourra le livre dans les mains. « Vas-y, ce n'est pas difficile. » Il prit le livre, s'assit sur une petite chaise en bois parmi les enfants et commença à lire de sa voix grave, même s'il ne savait visiblement pas comment jouer les compteurs. Ce soir-là, Max revêtait son costume de loup et faisait des bêtises. Il marqua une pause, tentant un grognement monstrueux qui ressemblait plutôt à une toux, ce qui fit rire les enfants. Émilie se tenait près de la table basse, un gobelet en carton rempli de café au lait chaud à la main, incapable de retenir son rire. Un son clair et lumineux résonna dans l'espace paisible. Alexander leva les yeux, esquissant un froncement de sourcils. Qu'y a-t-il de si drôle? Mais même lui ne parvenait pas à rester sérieux, le coin de sa bouche se soulevant à la vue de sa joie. Les enfants applaudirent et crièrent « Continue, monstrueux !» Et il obéit, avec un peu plus d'expression cette fois, bien qu'assez maladroit pour renverser un gobelet d'eau à proximité. Émilie l'observa, la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre du café, et pour la première fois, elle pensa qu'il n'était plus l'homme froid de la ruelle. C'était quelqu'un qui apprenait à s'ouvrir, petit à petit. La collecte de dons se termina en fin d'après-midi, le soleil plongeant derrière les collines lointaines, peignant le ciel de l'Oregon d'un orange éclatant. Sur le chemin du retour, Alexander resta silencieux un moment, puis dit soudain, « Je n'ai jamais rien fait de tel aujourd'hui. Je veux dire pour les autres, sans rien gagner. » Émilie se tourna vers lui, légèrement surprise. « Alors pourquoi as-tu fait ça ?» Il garda les yeux rivés sur la route, d'une voix basse mais ferme. « Grâce à toi. Tu donnes l'impression qu'aider les autres est la chose la plus naturelle au monde. » Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de sourire, une chaleur la parcourant comme le rare soleil de ce jour-là. Quelques semaines plus tard, Alexander la surprit à nouveau. Un matin, il arriva chez Powell, non pas avec un livre ou une question, mais avec une idée plus vaste. Inspiré par la collecte de fonds, il avait financé une bibliothèque mobile, un petit camion rempli de livres pour se rendre dans les régions reculées de l'Oregon, où les enfants ont rarement accès à de nouveaux ouvrages. Ça commencera le mois prochain, dit-il, les mains dans les poches de son manteau, essayant de minimiser sa fierté. Émilie se tenait derrière le comptoir, les yeux brillants. Vraiment, tu ne plaisantes pas, il hocha la tête, puis sortit une petite boîte en bois de sa poche et la glissa vers elle. Et ça, c'est pour toi. Elle l'ouvrit, révélant une presse à livres ancienne, en noyer poli ornée de sculptures complexes, un objet qu'elle avait autrefois rêvé d'utiliser pour restaurer ses vieux livres adorés à la boutique. Ses mains tremblaient en la touchant, les larmes aux yeux. Alexander, ça, je ne sais pas quoi dire. Il haussa les épaules, la voix plus basse que d'habitude. Tu n'as rien à dire, je pensais juste que ça te convenait. Lorsqu'il partit, Émilie se tenait silencieusement près du comptoir, tenant toujours la presse à livres, le regard fixé par la grande vitrine de Powell. La rare lumière du soleil de Portland entrait à flot, illuminant les étagères patinées par le temps, et elle sentit un nouveau départ, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Alexander n'était plus l'homme brisé de la ruelle, et elle n'était plus seulement celle qui guérissait les autres. Ensemble, ils créaient quelque chose de chaleureux, même si ce n'était que le début. Chapitre 5, les fantômes du passé. L'hiver arriva à Portland plus tôt que d'habitude, apportant des vents mordants qui balayèrent les rues pavées et firent trembler les grandes vitrines des livres de Powell. Émilie se tenait derrière le comptoir, triant une pile de livres fraîchement arrivés, le cœur plus léger que jamais après les chaudes journées passées avec Alexander. Leur relation n'avait ni étiquette, ni promesse, mais elle sentait un lien grandissant. Pas d'amour, du moins pas. Pourtant, quelque chose d'authentique, comme deux pièces de puzzle imparfaites qui s'assemblent. Alexander continuait de rendre visite régulièrement à Powell, apportant parfois du café de Stumptown, parfois se tenant simplement tranquillement près des étagères et s'enquérant des vieux livres qu'elle aimait. Elle commença à penser que, peut-être, après toutes ces pertes, elle trouvait un endroit où elle pouvait se sentir chez elle. Mais un après-midi de fin novembre, sous un ciel gris et une bruine continue qui crépitait sur le toit de Powell, la porte de la boutique tinta et une femme entra. Pas une cliente ordinaire, mais une présence qui soudain alourdissait l'air. Elle était grande, avec des cheveux blonds brillants attachés haut, vêtue d'un coûteux manteau de fourrure crème, ses talons hauts claquant rythmiquement sur le parquet. Émilie leva les yeux, légèrement surprise mais indifférente, jusqu'à ce que la femme se dirige droit vers le coin isolé où Alexander se tenait,
tenant un exemplaire de Dune qu'il avait l'intention d'acheter à Alex. Sa voix résonna doucement mais fermement. « J'ai besoin de te parler. » Émilie se figea, la main toujours sur un livre, et soudain, elle réalisa. C'était Sophia, l'ex-fiancée d'Alexander, celle qui. Il le laissa devant l'hôtel, celui dont tout Portland avait parlé. Alexander posa le livre, le visage dur, ses yeux bleus profonds étincelant d'irritation. « Sophia, dit-il d'une voix glaciale, que veux-tu » Sophia s'approcha, les mains jointes, comme pour se calmer. « Je suis désolé, Alex, je sais que j'ai eu tort de partir, la pression, les médias, tout. Je n'ai pas pu le supporter, mais j'y ai réfléchi. Je veux revenir pour arranger les choses. » Sa voix tremblait, ses yeux brillants comme au bord des larmes. Mais Alexander secoua la tête, l'interrompant. « Non, Sophia, je ne veux pas l'entendre. Tu as choisi de partir et je l'ai accepté. Il n'y a plus rien entre nous. » Sophia resta immobile, les lèvres pincées, puis se détourna, non sans avoir murmuré, « Tu vas le regretter. » Émilie n'avait pas voulu l'écouter aux portes. Elle était dans l'arrière-boutique, à quelques mètres de là, tenant un carton de vieux livres. Elle avait prévu de se faufiler par une étroite ouverture dans la porte. Elle fut témoin de tout sans le vouloir. La façon dont Sophia lui toucha l'épaule, l'hésitation dans ses yeux pendant une fraction de seconde avant qu'il refuse. Sa poitrine se serra, non pas de jalousie, mais d'une vieille peur qui refaisait surface, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être juste un remplaçant, une bombe temporaire pour un cœur brisé. Elle recula, s'appuyant contre les étagères, sa main tremblante effleurant l'exemplaire de l'alchimiste qu'elle gardait toujours près d'elle comme un talisman. Les mots du livre résonnèrent dans son esprit, « Quand on veut quelque chose, tout l'univers conspire pour nous aider. » Mais à cet instant, elle se demanda, l'univers la voulait-il vraiment ici, ou se trompait-elle? Pendant le reste de la journée, Émilie ne parvint pas à se concentrer. Elle laissa tomber un livre, mélangea la commande de café d'un client et, lorsqu'Alexander s'approcha du comptoir pour lui demander si elle allait bien, elle força un sourire, « Je vais bien, juste un peu fatiguée. » Il n'a pas poussé, mais ses yeux, une fois brillants quand il a lu aux enfants, se sentaient maintenant étouffants. Elle a commencé à tout repenser, ses visites à Powell, les histoires qu'il a partagées, la presse du livre qu'il lui avait donné. L'utilisait-il juste pour oublier Sophia? Était-elle simplement un espace réservé, une âme gentille sur laquelle il s'est appuyé alors que personne d'autre n'était là? La pensée était dans son esprit comme un petit couteau perçant de vieilles cicatrices, l'accident de voiture qui a pris sa famille, la trahison d'Ethan, et elle s'est dit, je ne peux pas laisser cela se reproduire. Cette nuit-là, dans son petit appartement d'East Portland, Émilie se tenait devant sa bibliothèque personnelle passant ses doigts sur l'alchimiste, ses yeux se brouillant de larmes. Elle a rappelé ses paroles sur Sophia. Elle ne pouvait pas gérer ma froideur et s'est demandé s'il l'avait vraiment rejetée ou si ce n'était qu'un moment d'hésitation. Il avait ensuite reconsidéré. Elle a ouvert le livre, reliant sa ligne préférée, « Quand vous voulez quelque chose. » Mais cette fois, ça ne la réconforte pas. Elle l'a fermé, s'est assise à sa table et a écrit une lettre de démission au manager de Powell. Elle ne pouvait pas rester, ne pouvait pas continuer à être la solution temporaire de quelqu'un, même si quelqu'un était Alexandre. Elle a décidé de quitter non seulement Powell, mais Portland pour Seattle, où une organisation éducative à but non lucratif lui avait offert un emploi des mois plus tôt. C'était une chance de recommencer, de se concentrer sur l'aide aux autres sans risquer à nouveau son cœur. Jade a été la première à savoir et elle n'était pas heureuse. Le lendemain matin, quand Émilie est arrivée chez Powell pour soumettre sa lettre, Jade l'a traînée au coin du comptoir, sa voix sharp, « Que faites-vous? » J'ai quitté Bouger juste parce que ce milliardaire a parlé à son ancienne flamme. Émilie soupira, essayant d'expliquer, il ne s'agit pas de lui, Jade, c'est à propos de moi. Je ne veux pas me prendre à nouveau dans ce cycle, faire confiance à quelqu'un, puis découvrir que je ne suis pas suffisant. Jade croisa les bras, les yeux perçants. Vous aidez toujours les autres, les guérissant toujours. Pourquoi ne pas s'enfuir comme ça? Vous le laissez gagner ou laissez le passer gagner? Émilie secoua la tête, sa voix silencieuse mais ferme. Je n'abandonne pas. J'ai juste besoin de temps pour comprendre ce que je veux. Jade souffla en se détournant, mais pas avant de marmonner. Tu vas me manquer, mais je déteste comment tu cours comme ça. Avant de quitter Portland, Émilie a fait une dernière chose. Tard dans la soirée, après la fermeture de Powell, elle a utilisé sa clé du personnel pour se glisser à l'intérieur. Elle se dirigea vers le coin isolé où Alexander se tenait souvent,
plaçant l'alchimiste sur la petite table qu'il a utilisée pour lire, ainsi qu'une note manuscrite, « Trouvez votre trésor ». Elle n'a rien écrit de plus, n'a offert aucune explication et à gauche tranquillement, prenant la presse du livre qu'il lui avait donné et une petite valise de vêtements. Le lendemain, elle est montée à bord d'un bus Greyhound pour Seattle, regardant la fenêtre tandis que Portland s'estompait derrière les collines, le cœur vide mais soulagé. Elle ne savait pas si elle avait raison ou tort, mais elle savait qu'elle avait besoin de distance d'Alexandre, de Powell, des espoirs qu'elle avait commencé à reprendre à Portland. Alexander est entré dans Powell quelques jours plus tard, la cherchant comme d'habitude, seulement pour trouver Jade derrière le comptoir, son regard froid. Elle est partie, a déclaré Jade, glissant l'alchimiste vers lui. Elle a laissé ça pour toi. Il a pris le livre, a lu sa note et, pour la première fois depuis des mois, il a ressenti un vide qu'il ne pouvait pas expliquer, non pas à cause de Sophia, mais à cause d'Emily, qui est partie sans adieu. Chapitre 6, la recherche. Le jour où Emily est partie, Alexander n'en avait aucune idée, toujours pris dans les réunions et les plans pour la bibliothèque mobile qu'il avait financée à cause d'elle. Mais quand il est entré dans les livres de Powell un week-end après-midi, portant un café Stompton comme d'habitude, il a senti que quelque chose était éteint. Le comptoir était vide, aucun signe d'Emily avec son doux sourire ou ses mains sourdes qui trimaient des livres. Jade se tenait là à la place, son regard froid, et avant qu'il ne puisse lui demander, elle a glissé l'alchimiste vers lui, sa voix à plat, elle est partie, laisse ceci pour vous. Il a pris le livre, ses doigts traçant la note manuscrite d'Emily, trouvez votre trésor. Et pour la première fois de sa vie, Alexander Reed, un homme toujours en contrôle, se sentait panique. Il regarda Jade, sa voix urgente, allez où? Lorsque Jade a haussé les épaules de Seattle il y a quelques jours, elle n'a pas dit grand-chose, mais je suppose que c'est à cause de vous et de votre blondex. Il se tenait gelé, le livre est vide dans ses mains, une vague de perte qui se levait, contrairement à tout depuis le départ de Sophia. Mais cette fois, il a coupé plus profondément parce qu'il a réalisé trop tard que ce n'était pas seulement blessé, c'était l'amour, quelque chose qu'il n'avait pas reconnu jusqu'à ce qu'elle soit partie. Alexander ne pouvait pas rester assis. Il a quitté Powell immédiatement. L'alchimiste a glissé dans la poche de son manteau et a commencé à récurer Portland pour elle, comme si elle se cachait quelque part dans la ville. Il s'est rendu à la bibliothèque Multma où elle avait déjà mentionné aimer lire ses jours de congé, mais n'a trouvé que des étagères silencieuses et des étrangers. Il s'est arrêté à Voodoo Donu où elle avait déjà acheté une boîte de beignets roses givrés pour les enfants lors de l'événement de don, demandant au personnel s'il avait vu une fille aux cheveux bruns clairs dans un imperméable jaune. Mais ils ont secoué la tête. Occupé avec une gamme sans fin de clients. Il est retourné au quotidien de Powell, en espérant que Jade pourrait s'aider et lui donner plus d'indices. Mais elle le regarda juste avec un mélange de colère et de pitié. Elle ne veut pas que vous la trouviez lire, laissez-la être. Mais il ne pouvait pas avec le livre qu'elle le laissait peser dans ses mains comme un rappel, une boussole. Il ne savait pas lire. Les jours passaient et Portland s'est transformé en un dédale de souvenirs, à chaque coin de rue, à chaque café qui remua d'elle. Un matin brumeux, marchant dans le quartier des Perles, il a entretenu une fille aux cheveux bruns dans un imperméable jaune fané quittant un petit magasin de fleurs. Son cœur battait. Il a crié « Emily » de l'autre côté de la rue, sa voix faisant écho au bourdonnement de la circulation et de la pluie qui a pathogène. La fille s'est retournée, mais ce n'était pas Emily, juste un étranger aux yeux surpris le regardant comme s'il avait perdu la tête. « Désolé, mon erreur » marmonna-t-il, détournant son visage chaud d'embarras, bien qu'une étincelle d'espoir insensé s'évasait pour qu'elle soit toujours à proximité. Il se tenait sous la pluie pendant un moment, serrant l'alchimiste dans sa poche, se demandant si elle le quittait vraiment ou s'il n'avait pas trouvé le bon endroit. Après une semaine de recherches infructueuses à Portland, Alexandre a élargi sa chasse. Il a rappelé une conversation passagère quand Emily a mentionné Seattle. Elle avait une fois parlé d'une organisation éducative à but non lucratif qui lui avait offert un emploi, qu'elle avait refusé, pour rester chez Powell. C'était sa seule avance et il n'a pas hésité. Il a conduit la I-5 de la période de 170 000 de Portland à Seattle portant son livre comme un talisman, son cœur lourd mais incapable de s'arrêter. Seattle l'a accueilli avec un ciel gris, pas différent de celui de Portland, mais le rythme ici était plus rapide, plus fort, avec des bâtiments imposants et des foules animées. Il ne savait pas par où commencer, ne faisait que parcourir les quartiers, vérifier les bibliothèques publiques et utiliser des librairies, a même demandé autour du marché de Pike Place avec le slim hope que quelqu'un aurait pu la voir. Mais personne ne connaissait Emily Carter, et il a commencé à se sentir comme un imbécile,
chassant une ombre qu'elle ne voulait pas qu'il attrape. Puis, un week-end après-midi, juste au moment où il était sur le point d'abandonner, il a repéré un dépliant enregistré sur un lampadaire près de Capitol Hill, un événement d'un groupe éducatif à but non lucratif lisant « Storytime pour les enfants immigrés », apportant des connaissances à la communauté. Il ne savait pas si c'était son organisation, mais l'instinct lui a dit d'y aller. Il a conduit à l'emplacement, un petit centre communautaire chaleureux avec des murs jaunes pâles et le son du bavardage des enfants se débarrassant. Alors qu'il entra, l'alchimiste toujours en main, il a entendu une voix familière, douce mais claire, lisant à haute voix. Et puis le garçon s'est rendu compte, parfois, les choses les plus magiques ne sont pas dans les livres mais dans les gens que vous rencontrez. Il se figea dans l'embrasure de la porte, son cœur sautant un battement. C'était Emily, assise parmi un groupe d'enfants immigrés tenant le garçon qui est tombé du Mayflower, les yeux à light en racontant l'histoire. Elle portait un simple pull gris, ses cheveux bruns clairs attachés librement et son sourire, celui qu'il avait vu quand il a lustré les choses sauvages, lui faisait oublier où il se tenait. Les enfants applaudissent en terminant et elle se tenait à leur dire d'une voix chaleureuse, « Les livres ne réparent pas les gens. Les gens se réparent. » La gorge d'Alexandre se resserra, le livre dans sa main tremblant en réalisant ce qu'il avait nié tout ce temps. Il l'aimait, non pas parce qu'elle l'avait sauvé dans cette ruelle, mais parce qu'elle était la seule à lui donner envie d'être une meilleure version de lui-même. Il s'avança mais n'osait pas parler, se tenait silencieusement dans la pièce la regardant de loin, craignant que s'il se rapprochait, elle disparaîtrait à nouveau. Émilie se tourna et ses yeux ont rencontré les siens. Elle s'arrêta, ses mains se resserrant autour du livre, son visage traversant une cascade d'émotions, surprise, confusion, puis soupçon de quelque chose comme la douleur. Elle n'a rien dit, il a juste regardé, et il ne savait pas comment commencer. Mais l'alchimiste à la main, celui qu'elle a laissé avec votre trésor, ressemblait à une réponse. Maintenant, il avait trouvé son trésor, non pas dans son entreprise, pas dans les choses qu'il pensait autrefois importantes, mais en elle, celle qui a quitté et l'a forcé à fouiller. Il a fait un pas vers elle, tenant toujours le livre, son cœur plein d'un sentiment qu'il n'avait jamais nommé, pas espoir, pas peur, mais une certitude que, qu'elle soit d'accord ou non, il ne la laisserait plus disparaître. Chapitre 7, réunis avec le but. Le centre communautaire de Seattle bourdonnait de bavardages d'enfants alors qu'il filetait hors de la pièce, laissant Emily debout tranquillement parmi les petites chaises en bois, toujours serrant le garçon qui est tombé du Mayflower. Ses yeux se sont enfermés sur Alexander, qui se tenait au seuil, l'alchimiste à la main. Son visage, un mélange de résolution et de malaise qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'espace entre eux était devenu lourd, comme si tous les jours d'intervalle, les malentendus et la douleur convergeaient en un moment. Emily ouvrit la bouche pour parler, mais hésita, ne sachant pas par où commencer. Alexander s'avança, chaque pas en écho sur le vieil plancher en bois, et quand il était à quelques pas, il s'arrêta, sa voix basse et tremblant, « Emily, je suis désolé », elle fronça les sourcils, un scintillement de doute dans ses yeux, mais il n'a pas laissé l'interrompre. Il a levé l'alchimiste comme s'il s'agissait de la preuve de ce qu'il allait dire. « Je ne savais pas où tu es allé, je ne savais pas ce que tu pensais, mais quand je t'ai vu et Sophia parler ce jour la douleur et la nouvelle étincelle d'espoir. » Adoucir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Alexander a fermé la distance, l'attirant dans un câlin, pas provisoire ou maladroit comme cette étreinte dans l'allée, mais ferme et chaleureuse, comme s'il lui donnait son monde entier. Elle se raidit de surprise mais ne s'éloigna pas, sentant son souffle contre ses cheveux. Et puis il a chuchoté, sa voix mais stable, « J'avais besoin de ce premier câlin pour survivre, mais celui-ci, j'en ai besoin pour vivre. » Ces paroles l'ont frappé comme une lame douce, dissolvant le dernier de ses doutes, et elle enroula ses bras autour de lui, ses yeux se bruissant de larmes. Ils se tenaient comme ça pendant longtemps dans la pièce vide, comme deux âmes perdues se retrouvant finalement. Quand ils se sont séparés, Emily essuya les yeux, offrant un léger sourire. « Je ne reviens pas à Portland juste parce que tu m'as étreint. » Alexander a ri, un rare sourire éclairant son visage. « Je sais, mais j'espère que tu me donneras une chance de faire les choses correctement. » L'étudia, en pensant un instant, puis a dit sa société vocale, « D'accord, mais sur une condition, nous ne vivons pas simplement les uns les autres. Je veux faire quelque chose de plus grand, pas seulement des livres, pas seulement des câlins, mais quelque chose qui aide des gens comme nous le sommes, des gens qui ont besoin de quelqu'un quand ils sont brisés. » Grâce à la crise, ceux qui avaient perdu comme Emily, ont été trahis comme elle, ou se sont sentis perdus comme Alexander. Les dons et ont obtenu un bureau modeste à East Portland en tant que siège social. Fondation, un titre simple mais profond qui a fait écho à l'étreinte qui les avait changés tous les deux.
Émilie a conçu le logo, un livre ouvert, avec deux bras s'embrassant, tandis qu'Alexander a travaillé avec des donateurs pour faire décoller le projet. Mais ce n'était pas une navigation en douceur. Quelques mois seulement après le lancement, ils ont réussi leur premier obstacle, les pénuries de financement. Bien qu'Alexander ait plongé dans ses propres poches pour le démarrer, les coûts de gestion de la bibliothèque mobile, offrant des séances de conseil gratuites et aidant les femmes après la crise dépassaient de loin ses estimations. Les premiers donateurs ont hésité, voulant des preuves de résultats avant de s'engager à long terme, et le budget a rapidement diminué. Un soir dans le petit bureau de Hug Foundation, Émilie s'est assise au milieu de piles de papier, fixant avec impatience le bilan financier. Si nous n'obtenons pas plus d'argent, nous devrons couper la bibliothèque mobile ou, pire, arrêter certains programmes. Alexander, assis en face d'elle, a tapé ses doigts sur la table, a perdu dans ses pensées, puis a dit « Je vendrai une partie des actions de mon entreprise, pas beaucoup, mais assez pour nous faire passer quelques mois de plus. » Émilie levait les yeux surpris. « Êtes-vous sûr que c'est votre entreprise, Alexander ?» Il haussa le ton calme. « La société est ce que j'ai construit pour prouver que je pouvais cela. C'est ce que je veux garder pour vous, pour les gens que nous aidons. » Sa décision a inspiré une nouvelle vie dans l'effort, mais Émilie ne voulait pas que tout reposait sur lui. Elle a suggéré une journée de livres de collecte de fonds chez Powell, un grand événement avec des lectures, a utilisé des ventes de livres et un appel à la communauté de Portland pour se joindre à nous. Elle a contacté Jade, qui s'était adoucie vers elle depuis son retour pour obtenir de l'aide et Jade a convenu instantanément. « Je pense toujours que vous êtes fou de lui pardonner, mais si c'est pour ça, je suis. » Des centaines de personnes se sont présentées en donnant des livres, achetant d'anciens titres de Powell et écoutant Émilie et Alexander ont partagé la mission de la Fondation Hug. Les enfants de la bibliothèque mobile sont venus aussi, serrant les livres préférés et racontant leurs histoires, passant plus que quelques-uns en larmes le jour fin. Ils avaient suffisamment élevé pour soutenir l'organisation pendant 6 mois de plus et Émilie s'est tenue dans le regard de Powell contre la foule, ressentant une fierté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alors que l'événement se terminait, Alexander s'approchait de sa tenue de 2 cafés Stone, une vieille habitude. Il lui en tenait un, souriant. « Nous l'avons fait. » Émilie a pris la coupe, l'a regardée et a dit, « Ce n'est pas que nous l'avons fait, c'est que nous commençons. » Ce n'est que la première étape, au Châteil, ses yeux brillants. « Alors je vais marcher avec vous étape par étape. » Il se tenait là à Powell au milieu de vieilles étagères, dans le rire de la communauté. Plus seulement 2 personnes brisées, mais 2 qui avaient trouvé un but, pas seulement pour elles-mêmes mais pour les autres. La Fondation Hug n'était pas seulement une organisation. C'était une promesse que personne ne devrait être seul dans leur propre ruelle, comme il l'était autrefois. Chapitre 8, Épilogue, la ruelle qui a tout commencé. 3 ans se sont écoulés depuis qu'Émilie et Alexander se sont réunis à Seattle, et Portland maintenant soufflait avec une nouvelle vitalité, non seulement parce que l'automne était revenu avec ses feuilles d'érable rouge flamboyantes, mais parce que quelque chose de plus grand s'était épanoui de la petite ruelle derrière l'église Saint-Marie, autrefois un coin sombre et humide où Émilie avait serré un étranger sous la pluie. Il était maintenant peint avec des peintures murales vibrantes, des livres ouverts, des mains jointes et une grande inscription sur un panneau en bois, « Hug Ali où commence la guérison ». L'idée était venue d'Émilie peu de temps après avoir fondé la Fondation Hug, un moyen de transformer leur point de départ en un symbole pour quiconque a besoin d'un câlin, d'un mot gentil ou simplement d'un endroit pour se sentir moins seul. Alexander, toujours pratique, l'a fait. Il a embauché des artistes locaux pour peindre les murs, installer des réverbères à énergie solaire et transformer la ruelle en une destination calme de Portland où les gens pouvaient faire une pause, laisser une note positive sur un mur ou s'asseoir sur des bancs en bois placés là pour refléter. Ce jour-là a été la 3e journée annuelle des câlins, un événement qu'Émilie et Alexander ont organisé pour inspirer de petits actes de gentillesse à travers la ville. Les livres de Powell bourdonnaient de rire et de voix alors que des centaines se sont rassemblés, donnant des livres, partageant gratuitement des câlins ou des messages d'écriture pour s'accrocher au mur de gentillesse que la Fondation HUG avait installé à l'extérieur de la boutique. Des enfants de la bibliothèque mobile se sont précipités autour des stands qui servent des livres préférés, tandis que les bénévoles ont distribué des beignets de Voodoo Donu et Hot Coffee de Stone. Émilie se tenait au milieu de la foule, vêtue d'un simple pull gris, tenant un lait, regardant tout le monde avec un sourire radieux. Elle n'était plus la fille calme de la librairie. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, une communauté qu'elle et Alexander avaient construite à partir de leurs propres pièces cassées. Alexander se tenait à proximité en tenant la main d'un garçon d'1 an aux cheveux bruns clairs comme celui de sa mère et des yeux bleus profonds comme celui de son père. C'était Oliver, leur fils, né il y a un peu plus d'1 an,
un doux cadeau après avoir décidé de s'engager les uns envers les autres pour toujours. Leur mariage avait eu lieu 2 ans plus tôt, calme et sans prétention, dans une petite église d'East Portland avec seulement une poignée d'amis proches, Jade comme demoiselle d'honneur en plaisantant que je ne peux pas croire que vous avez épousé ce milliardaire, et un simple vœu, non seulement ils aiment les uns des autres mais non seulement vivre pour les autres. Oliver est arrivé plus tard comme une joyeuse surprise, un garçon charmant avec un large sourire, jouant toujours avec les livres que sa mère a ramenés à la maison. Alexander, bien que toujours réservé à des étrangers, était maintenant un père maladroit mais dévoué, apprenant à changer de couche, à mélanger la formule et à chanter parfois des berceuses à Oliver dans sa voix profonde, faisant rire Emily à chaque fois qu'elle l'entendait. Hug Day n'était pas seulement un événement. C'était un rappel du voyage qu'ils ont parcouru au cours des 3 dernières années. Alors que rare Portland Sunlight passait à travers les grandes fenêtres de Powell, Emily sortait pour serrer Ali, tenant une petite note qu'elle prévoyait d'épingler au mur. Elle fit une pause en regardant l'allié maintenant brillant et accueillant, et les souvenirs de ce premier câlin se sont précipités comme une brise douce. Elle a rappelé que la nuit pluvieuse s'agenouillait à côté d'un homme brisé, ne sachant pas qui il était, seulement qu'il avait besoin de quelqu'un. Elle se souvenait de ses sanglots étouffés se fondant avec la pluie, la façon dont il se détendit dans ses bras et la bague de mariage qu'elle avait ramassée et glissa dans sa poche. À l'époque, elle pensait qu'elle était juste aidé un étranger, mais maintenant elle a réalisé que Hug avait non seulement tiré Alexandre de son obscurité, cela l'avait sauvé de la solitude qu'elle avait enterrée après ses propres pertes. Elle a souri, a écrit sur la note « Un câlin peut tout changer » et l'a accroché au mur, rejoignant des centaines d'autres messages se balançant dans la brise. Alexander s'approcha d'elle, Oliver se déplaçant derrière, serrant un petit livre pour enfants qu'il avait attrapé d'un stand. « À quoi pensez-vous » a-t-il demandé à sa voix basse mais douce. Emily se tourna vers lui, le regardant et leur fils a ensuite répondu, « Ce premier câlin. Si je ne l'avais pas fait, nous ne serions pas ici aujourd'hui. » Pas de câlin, allié. Pas de câlin. Non, Oliver. Il a donné un rire doux, se penchant pour ramasser Oliver dans ses bras. Les premiers jours, des collectes de fonds et du soutien communautaire, ils avaient étendu la bibliothèque mobile à Washington et Idaho ont ajouté plus de sessions de la bibliothèque mobile et ont construit un espace pour les femmes. Bureau, Oliver dormant dans un berceau à proximité, planifiant de nouveaux projets. Ce bonheur ne vient pas seulement de la réception mais de la don. Alors que Hug Day se terminait à sa fin, le soleil se couchait derrière les collines de l'Oregon, peignant le ciel une brillante orange. Emily et Alexander se tenaient dans Hug Ali, Oliver dans sa poussette à côté d'eux, étreignant toujours son petit livre, ses yeux tombant de sommeil. Ils ont regardé la foule se disperser des sourires sur leurs visages. Un homme âgé s'est approché, les remerciant pour la joie que la bibliothèque mobile a apporté ses petits-enfants. Une jeune femme a serré Emily, disant que le centre des femmes l'avait aidée à se tenir debout après le départ de son mari. Ces moments, petits mais significatifs, étaient pourquoi ils n'ont jamais abandonné. Emily se tourna vers Alexander, prenant sa main. « Nous l'avons fait, non ?» Il serra la main, répondant « Non, nous le faisons toujours et je serai toujours là avec vous. » Leur histoire a commencé par un câlin sous la pluie dans une ruelle sombre. Personne n'a remarqué maintenant que Ali était un symbole d'espoir, de gentillesse et d'un amour issu des blessures. Emily a regardé Hug Ali, Alexander et Oliver, et savait qu'elle n'avait pas seulement étreint un étranger. Une fois, elle étreignait le monde avec lui à ses côtés. Elle a serré un étranger dans ses bras. Maintenant, elle serre le monde avec lui à ses côtés. Merci d'avoir suivi cette chaîne sincère de Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de frapper le bouton similaire et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer de toucher et des histoires significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Chérons les beaux moments de la vie et aimons ensemble.